Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Tanguy Paulet. Bonjour. Bonjour. Tu es directeur général donc Swiss Life France. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors on va commencer par la première séquence qui est donc David rencontre Goliath, où tu vas faire face à une start-up et vous parlerez de vos sujets en commun. Ensuite on ira sur la séquence en coulisses, on reviendra un peu sur ton grand parcours de dirigeant et aujourd'hui ce que tu fais. Et on terminera par la séquence, donc l'interview chrono, où là c'est vraiment une série de questions-réponses très rapides. Parfait. Voilà. Eh bien merci en tout cas encore d'avoir accepté l'invitation et on passe tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui te fait face, c'est Achille. Et donc je suis ravie d'accueillir son cofondateur, Ralph. Enchanté, merci de m'accueillir. Enchanté. Merci d'être avec nous. Alors Achille, on va dire, alors tu me diras, je dis néo-assurance, néo-assureur, mais bon, qui a quand même un agrément comparé à peut-être d'autres insurtech. Oui. D'ailleurs, pourquoi le choix d'avoir pris un agrément, de s'être un petit peu cassé la tête? On s'est même beaucoup cassé la tête. Mais en fait, le choix était vite fait. Moi, je venais du monde de l'assurance et j'avais fait d'autres boîtes entre-temps. C'est soit je refaisais quelque chose de grand et j'étais moi-même responsable de mes actes. Quand on est courtier, on dépend d'assureurs, on dépend de leur système d'information, on dépend de plein de choses. Et en fait, on ne peut pas révolutionner l'assurance et être dépendant d'un autre assureur qui va nous imposer ses produits, ses outils. Donc, c'était soit on devenait assureur et on fait comme on a envie de faire, et on est dépendant de personne. Et tu as aussi la particularité d'être multi-produit, là où peut-être certains se focalisent sur... Donc nous, on a 42 produits aujourd'hui chez Achille, ce qui est énorme. Il y a même certains gros assureurs qui ne les ont pas. Et on a, dès le départ, décidé de distribuer 5 produits en direct en B2C et une dizaine de produits en B2B avant même de commencer le lancement. Alors Tanguy, est-ce que tu connaissais un peu Achille? Alors oui, je les connais parce que déjà, le fait d'être un assureur, c'est quelque chose qui vous identifie très très fort, qui vous fait... quelque part rentrer dans une autre cour, je ne sais pas si c'est la cour des grands, mais en tout cas une autre cour, ça je trouve que c'est une très très bonne... Et puis le dynamisme commercial, le positionnement marketing, l'engagement sociétal aussi, qui transparaît souvent dans les communications, les posts, les réseaux sociaux. Oui, évidemment, je pense qu'on ne peut pas faire partie du secteur de l'assurance et pas connaître Achille aujourd'hui. Ça c'est un très bon compliment. Je prends. Oui, alors vous avez fait le pari de faire la fois aussi B2B, B2C. Oui. C'est parce qu'en B2C, c'est compliqué d'être rentable? Pas du tout. Nous, on est rentable et en B2C et en B2B. Mais en fait, on ne peut pas se dire je suis un néo-assureur et je fais qu'un seul produit et je fais que du marketing digital. En fait, aujourd'hui, on avait beaucoup d'acteurs. C'était des acteurs de marketing digital, ce n'étaient pas les assureurs. Moi, j'ai pris le principe de dire je suis un assureur, je crée des produits, j'ai un service actuariat, j'ai un service partenariat, je crée des produits pour compte de tiers, je crée des produits pour moi. Moi, j'ai envie d'être un vrai assureur et jouer dans la cour des grands. Et faire comme tout le monde. Ouais. Et Tanguy, comment est-ce que tu as vu un peu l'arrivée de ce soit Achille, alors je vais citer aussi les autres, il y a eu Luco, il y a eu Lovis et tout ça, comment est-ce que, toi, de ton point de vue, tu les as vus ça? Tu as eu un peu peur ou tu t'es dit non, ça en plus, ça va peut-être nous stimuler, nous bouger? Alors, non, peur, certainement pas. Ça fait pas partie de mes modes de fonctionnement. Par contre, j'ai trouvé que c'était extrêmement riche pour le marché de l'assurance en France, d'avoir de l'innovation et d'avoir cette capacité à être, entre guillemets, disruptif au sein même de notre propre marché et de notre propre secteur, pour ne pas l'être par d'autres acteurs qui pourraient arriver et prendre une place que les assureurs plus traditionnels ne prendraient pas. Mais alors, ce qui est marrant aussi, c'est que nous, Swiss Life, on a toujours l'impression, et on en parlait en coulisses, tiens, vous êtes grand. Non, on n'est pas grand, on est aussi petit. Donc, je ne sais pas qui est David, qui est Goliath, mais en tout cas, on est plus deux David qu'un Goliath et un David ici. Je suis un peu plus gros. Est-ce que tu trouves que les assureurs aujourd'hui sont vraiment loin de vous en termes de digitalisation, d'agilité, d'automatisation ou pas? Alors je fais une généralité, mais... Franchement, oui. Ils ne sont pas loin, ils sont très loin. Après, est-ce que ça va durer longtemps? Je ne pense pas. Moi, je n'ai pas révolutionné le monde de l'assurance. On utilise la techno d'aujourd'hui, on les fait et on va les prendre. Après, la facilité d'une boîte comme la nôtre, c'est qu'on commence from scratch.
en 2021 avec des nouveaux outils et on n'a pas toute la compliance et tout l'historique du rachat de boîtes, de SI vieillissant et autres. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous. Pour les compagnies, ça va être très compliqué pour eux d'avoir des outils plus performants quand on a un SI qui a 30 ans, 40 ans. À changer, ça va être compliqué. Nous, on a commencé à zéro, c'était beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, ils ont vraiment beaucoup de retard par rapport à nous en termes de techno, ça c'est certain. Mais nous, on a du retard en termes de fonds propres, en termes de notoriété, en termes de compétences, en termes de connaissances. Donc, on doit rattraper tout ça. Et j'espère pour eux qu'ils vont bien se mettre à la page et qu'ils vont se penser que la tech, c'est la vie et il en faut. Alors, la tech, c'est la vie chez Swiss Life maintenant ? La tech, c'est plus que la vie. La tech, c'est l'avenir. Donc oui, évidemment que les acteurs du monde traditionnel de l'assurance, quand je dis traditionnel, c'est surtout historique, ont mis en place des énormes projets de transformation digitale. On voit bien, dans le mot transformation, il y a passé d'un état à un autre. Le grand avantage de ce secteur, c'est qu'il passe d'un état à un autre. Donc il existe déjà, il est puissant, il a ses clients, il a ses partenaires, il a son écosystème. Quand le monde de la fintech, de l'insurtech a émergé il y a entre 10 et 5 ans maintenant, suivant un peu les secteurs, on parlait énormément de disruption, on vouait le secteur traditionnel à l'échec. On voit bien que c'est tout sauf le cas. Le secteur a réagi rapidement. Il s'est aussi beaucoup inspiré de l'aiguillon de ces insurtech et fishtech. Certaines d'ailleurs sont rentrées dans leur écosystème. Donc on est dans une dynamique de transformation, puis en fonction des assureurs, en fonction des historiques, on est plus ou moins loin de ce que les pure players peuvent faire. Moi, je ne pense pas du tout qu'on doit rougir face à ce que les pure players font aujourd'hui, et certainement pas par rapport à un segment de clients. Il y a une grande différence aussi de s'adresser avec des produits sur une clientèle purement retail, qui de toute façon avaient déjà arrêté de vouloir aller voir un intermédiaire, et ceux qui ont encore besoin de conseils parce qu'ils sont sur des segments à plus haute valeur ajoutée de conseils. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Bon, il y a des pure players quand même qui ont connu des difficultés. Je suis obligée de citer quand même Luco, donc l'assurance habitation qui a été placée en redressement et ensuite été racheté par Alliance Direct. Ça vous a fait mal un peu, vous, tous les autres acteurs en fait, de l'InsurTech ? Ça fait pas mal, ça fait très mal. Ça nous a fait très très mal parce qu'en fait, excusez-moi, mais tous les assureurs traditionnels n'attendaient qu'une chose, c'est que les InsurTech qui arrivent, qui disent on va transformer, on va les surveiller, on va vous apprendre à travailler, parce que quand on arrive dans un marché, on dit à tout le monde je vais vous apprendre à travailler, c'est jamais bon pour personne. Et qu'à la fin on se plante, les gens étaient contents. Et tout le monde a dit, vous voyez, les InsurTech, ils arrivent avec leurs millions, mais ils ne savent pas faire, ils ne connaissent pas le métier. Et donc, ça a été dommageable pour l'ensemble de l'écosystème. Moi, je me trouve très différent d'un loco ou l'autre. Moi, ça fait 30 ans que je fais de l'assurance, je suis acteur de formation, je viens du milieu, mon papa était de l'assurance, frère de l'assurance, je baigne dans l'assurance. Je ne suis pas arrivé en disant, je vais tout casser. Je suis arrivé en disant, moi, j'ai la chance de pouvoir commencer à zéro, d'avoir une tech toute neuve, de prendre les nouvelles technologies. Et avec mes compétences et mon savoir d'assureur traditionnel, je vais prendre des techs et je vais les mettre au service. Et c'est très différent de dire, vous ne savez pas travailler, on va le faire à votre place. C'est très différent. Après, certaines boîtes, c'était juste des boîtes du X et de marketing digital. Ce n'était pas des assureurs. Et c'est ça qui fait la différence. N'oublions pas que l'assurance, c'est un vrai métier. C'est un métier qui est très compliqué, qui est très dur à faire. Et on ne peut pas arriver comme ça et dire, tiens, c'est là qu'il y a le plus d'argent, je vais devenir assureur. Ce n'est pas possible. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup d'être venu. Belle conclusion. Et on va pouvoir passer maintenant à l'interview en coulisses. Alors, tu as commencé ta carrière comme avocat, le barreau, et j'ai lu donc dans un portrait que tu avais prévu d'être avocat pendant 6 mois. Finalement, tu l'as été 12 ans. Alors pourquoi ? Alors c'est vrai, tout avait commencé dans mon parcours d'études pour viser la diplomatie. Je voulais être ambassadeur. Et puis au terme de mes études de droit, j'allais passer dans un master en études diplomatiques pendant 2 ans. J'ai été frappé par une maladie qui m'est tombée dessus et qui m'a cloué véritablement pendant pratiquement 1 an. Donc j'ai raté le démarrage de mon master en diplomatie. Et donc plutôt que de ne rien faire et pour attendre l'année qui suivait, je me suis dit je vais faire le barreau pendant 6 mois et puis je prends mes études diplomatiques. J'ai pas lâché le barreau, j'ai trouvé ça génial et je suis resté finalement 13 ans. Alors, donc tu as enchaîné plusieurs cabinets d'avocats. Oui, exact. Et c'est comme ça après que tu as rencontré donc Charles Relecom, le patron de Swiss Life Belgique à l'époque, parce qu'il est client du cabinet où tu exerces. Et il te convainc finalement de passer donc de l'autre côté.
Et il te dit, alors je cite, que tu vas être dégoûté du monde de l'entreprise. En fait, j'étais avocat, Swiss Life comptait parmi mes clients. Je rencontre Charles Lecomte qui me dit, voilà, on a un projet de cession d'entreprise. Cette cession d'entreprise, il faut que je l'amène et j'ai quelque part besoin de toi et de ton cabinet pour m'aider à y travailler. Je travaillais dans un cabinet de M&A. Et donc, on travaille, on discute ensemble, on parle ensemble de ce projet. Il constate tout mon intérêt technique pour le sujet. Et c'est vrai que c'est en parlant avec lui que finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire, plus que simplement de l'ordre technique. En tant que juriste, en tant qu'avocat, il y avait quelque chose à faire dans ce dossier qui était de l'ordre humain. Vendre une entreprise, c'était son projet, c'était la demande qu'il avait reçue de la part du groupe, mais il ne voulait pas la vendre n'importe comment, il ne voulait pas la vendre au rabais. Il m'a fait prendre conscience que c'était une compagnie d'assurance, que dans une compagnie d'assurance, ce qui compte, c'est la richesse des femmes et des hommes qui la composent, leur savoir-faire, et que donc, il fallait redonner à cette entreprise tout le plaisir de travailler pour pouvoir être dans le meilleur état d'être vendu et aussi pour pouvoir être racheté au meilleur prix. C'est le projet sur lequel il m'a proposé de travailler avec lui. Voilà, et donc c'est ça, tu deviens directeur des ressources humaines et responsable juridique donc de cette filiale donc, qui s'appelle Zelia Insurance. Exactement. Est-ce que le fait que tu arrives, tu dois tout réorganiser, forcément, il y a une session. Est-ce que c'était pas un peu, il t'a pas emmené un peu au casse-pipe, sachant que tu venais pas du tout de ce monde-là? Alors c'était un casse-pipe mesuré de ma part quand même, parce que en tant qu'associé du cabinet d'avocats dans lequel j'étais, je me suis mis entre guillemets en disponibilité de ce cabinet-là pendant une période d'1 an pour réaliser ce projet-là en interne. Donc certes, c'était aller au casse-pipe peut-être, mais j'avais un droit de retour dans mon cabinet d'avocats, donc j'avais mesuré les risques à ce moment-là. Mais très très rapidement, le projet m'a énormément plu. Et puis ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est la personnalité de Charles Lecomte. Généralement, quand on veut sortir de sa zone de confort, c'est aussi parce qu'on est attiré par quelque chose. Là, je n'étais pas attiré par l'argent, entre guillemets, j'étais vraiment attiré par le projet que je trouvais noble et la personne que je trouvais vraiment enthousiasmante. Et alors après, en 2006, là, tu es nommé directeur commercial marketing, donc au sein de Swiss Life Belgique. Et tu as déclaré aussi dans une interview, chez Swiss Life Belgique, j'ai pensé pouvoir faire évoluer les mentalités à raison avec certaines personnes, avec d'autres. J'ai perdu du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as découvert dans ce... En fait, au final, on n'a pas vendu cette filiale d'assurance non-vie. On l'a tellement bien, je dirais, rééquipée et relancée qu'elle a fini par nous donner très envie, le groupe aussi, et donc on l'a fusionné avec Swiss Life Belgique. Et c'est dans ce contexte-là que le patron, Charles Lecomte, à l'époque, qui devient patron de Swiss Life Belgique, me dit « Écoute, reste avec moi, ne retourne pas dans ton cabinet d'avocat, j'ai besoin d'un nouveau directeur commercial et marketing pour l'entité fusionnée, je te propose de prendre ce poste. » Et c'est là que j'ai dû, cette fois, renoncer définitivement à rester associé de mon cabinet. C'était fini, l'histoire d'avocat se termine et je me lance dans cette histoire. Et effectivement, il y avait de gros défis à relever, notamment dans le domaine commercial et marketing. Et ces défis, j'ai essayé de les relever, mais moi, je venais du monde de l'avocat. J'avais 13 ans d'expérience en tant qu'avocat. J'avais aucune expérience en tant que manager de grosses équipes. J'avais 300-400 personnes sous ma responsabilité à ce moment-là. Et il fallait que je mène un projet de transformation important. C'est dans ces moments-là qu'on se trompe, c'est dans ces moments-là qu'on fait des erreurs, c'est dans ce moment-là qu'on apprend à savoir faire confiance ou pas. C'est dans ces moments-là qu'on apprend à, sur la base d'une série d'éléments, décider si oui ou non on a bien fait d'accorder sa confiance. Tout ça, je l'ai appris, je dirais, sur le tas, mais sur le tas au sens noble du terme, c'est-à-dire accompagné par des personnes qui savent et qui m'ont appris ce métier de management. Donc c'est plus dur ou pas de manager des avocats ou alors des salariés d'une compagnie d'assurance? Alors on ne manage pas des avocats. C'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai quitté ce monde aussi. Les avocats, ce sont des indépendants, ce sont des gens qui pensent essentiellement quelque part par leur prisme. Il n'y a pas un projet collectif. Il y en a, et il y a des tentatives dans certains grands cabinets essentiellement américains, notamment qui ont amené ce savoir-faire un petit peu de structure collective, mais ça n'a rien à voir avec un projet d'entreprise dans lequel de très nombreuses compétences sont obligées de travailler entre elles.
Bon, alors après, tu enchaînes. Je vais essayer de faire dans le bon ordre, mais avec le poste de directeur général de Swiss Life Luxembourg. 2010, tu deviens directeur général de Swiss Life Banque Privée. Et 2015, directeur de la division client et transformation digitale de Swiss Life France. Alors, tu changes de pays plusieurs fois, tu changes de métier. Est-ce que c'est pas un peu fatigant à chaque fois, 2-3 ans? Alors, pas du tout fatigant. Ça demande de l'énergie. Mais ça fatigue pas parce que ça crée une dynamique extrêmement positive. En tout cas, moi, je me suis énormément réalisé dans ces challenges chaque fois nouveaux, d'apprendre des nouveaux métiers, une nouvelle culture, un nouveau pays, un nouvel environnement. Tout ça pourrait complètement épuiser, tout ça pourrait même casser certaines personnes si cela ne se faisait pas dans un cadre de confiance, dans un cadre de pari sur la capacité à, et surtout motivé par une grande envie de faire aussi. Quand l'ensemble de ce triptyque-là est présent, une personne qui vous fait confiance, un challenge à relever et une envie, très objectivement, on ne se fatigue pas. Au contraire, on augmente sa puissance, on augmente son plaisir à travailler. Et derrière tous ces changements, en fait, à chaque fois, il y a encore Charles Relecom qui te dit à chaque fois de venir. Est-ce que tu pourrais dire que c'est un peu ton mentor ou pas? Oui, je peux dire ça, franchement, et je le dis avec énormément de reconnaissance. Je n'aurais pas eu l'occasion de faire ces différents sauts dans ma carrière s'il n'avait pas à chaque fois été là, non pas pour me préparer le terrain, mais pour me donner envie d'y aller et pour me convaincre que je pourrais réussir. Et donc, quand vous avez cette espèce de force qui agit sur vous à un moment donné comme un aimant, eh bien, vous y allez, vous lancez et vous dites qu'il n'y a pas de raison qu'il se trompe cette fois-ci alors qu'il ne s'est pas trompé la fois précédente. Alors, j'ai pu lire d'ailleurs qu'il te coachait, il te disait quand tu faisais des erreurs, mais tu prenais quand même les décisions, même si c'était une erreur. C'est quoi là où les plus grosses erreurs que tu as pu faire ces dernières années chez Swiss Life? Alors, j'ai certainement fait au démarrage de mon activité chez Swiss Life Belgique des erreurs de casting où j'ai aussi parfois commis des erreurs à ne pas suffisamment bien m'entourer. Ça, c'est quelque chose que j'ai fondamentalement appris. Charles Relecom me disait toujours « Il vaut mieux une chaise vide qu'une chaise mal occupée ». Et ça, j'ai retenu toute ma vie. C'est très important. Et quand on s'entoure bien, et bien s'entourer, c'est-à-dire s'entourer de gens compétents, performants et qui partagent le socle minimum de valeurs nécessaires pour bien fonctionner en bilatéral et en équipe, on se trompe finalement assez peu. On se trompe si on concentre tous les pouvoirs, toute la décision, tout le savoir-faire et toute la conviction qu'on est le seul à savoir. Là, c'est sûr qu'on se trompe. Mais si on s'entoure bien, normalement, on se trompe peu. Et comment on s'entoure bien alors? Alors ça, c'est un vrai travail qui est un travail permanent de s'assurer qu'on est à l'écoute des gens qui nous entourent pour être sûr d'avoir aussi le retour de gens à qui on fait confiance, qu'on est dans la preuve de ce qu'on attend aussi des collaborateurs avec lesquels on s'entoure, et puis qu'on est dans la loyauté et le plaisir de travailler avec ces personnes. Évidemment, sur la base d'un socle de compétences qui doit être là, mais il y a énormément de gens compétents. Il n'est pas difficile aujourd'hui de trouver des gens compétents. Il est par contre très compliqué de trouver des gens qui sont compétents, qui aiment le projet d'entreprise, qui ont envie de travailler avec vous et qui sont capables de travailler en équipe. Et alors, donc, je disais tout à l'heure, tu prends les sujets digitaux, transformation digitale en 2015. Alors, comme on l'a dit avec Ralph Remy tout à l'heure, l'assurance a mis du temps avant d'entamer cette transformation digitale. Toi, quand tu as pris ce poste, tu as commencé par faire quoi? Par rassurer en fait les gens, vous n'allez pas perdre votre métier? Oui, alors ça faisait évidemment partie de mon ambition, c'était de pouvoir embarquer l'entreprise dans cette transformation digitale dans une dynamique d'accélération. Et donc, si on veut accélérer le rythme pour pouvoir se transformer le plus rapidement possible, je pense qu'on a été très vite dans notre transformation. Il faut évidemment avoir la confiance de tous. Et cette confiance-là, effectivement, on l'a obtenue en disant nous sommes une société, qui est en croissance, 2 qui se concentrent sur des clients à haute valeur ajoutée avec des produits qui sont des produits eux-mêmes à haute valeur ajoutée. On a donc le triptyque parfait pour que le digital vienne nous renforcer plutôt que nous remplacer.
Et je m'adressais à 700 collaborateurs qui travaillent dans les services clients et qui pouvaient effectivement, pour certains d'entre eux, en ce compris leurs représentants syndicaux, avoir certaines inquiétudes face à une machine qui pourrait demain faire le travail de l'homme. Ce qu'on a réussi à démontrer, c'est que, a priori, ce n'est pas ce qu'elle ferait, et deux, a posteriori, ce qu'elle a fait, c'est bien au contraire, enlever toutes les tâches à faible valeur ajoutée de nos collaborateurs qui, aujourd'hui, ne voudraient plus jamais retourner dans le monde d'hier, ça c'est sûr. Voilà, c'est ce qui se passe en plus encore aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Il faut qu'on capitalise là-dessus, ça c'est sûr. Et alors, donc en 2021, tu succèdes là, à Charles Relecom. Est-ce qu'il t'a donné un conseil quand il est parti ? Il m'a donné 2 conseils. Il m'a dit, sois et reste toi-même. Entoure-toi bien et aie confiance dans ton intuition. Et c'est, je pense, très très important en tant que dirigeant de pouvoir avoir sur cette première qualité un vrai alignement par rapport à ce qu'on est, sois toi-même, parce qu'on est très très vite repéré quand on n'est pas soi-même dans l'entreprise. Or, un dirigeant se doit d'être authentique, un dirigeant se doit être en contact et en confiance avec ses collaborateurs. J'avais, moi, pour le coup, chez Swiss Life, une petite avance dans ce domaine parce que je faisais partie déjà de l'entreprise. Et donc, les gens me connaissaient. Ils ne me connaissaient pas en tant que dirigeant de l'entreprise, mais ils me connaissaient comme membre du comité exécutif. Donc, j'avais déjà, entre guillemets, reçu de leur part une confiance après leur avoir donné la mienne. Et puis la deuxième, évidemment, il faut absolument pouvoir faire confiance à son intuition en plus des compétences dont on s'entoure. C'est très important l'intuition. Ça paraît, surtout dans un métier très factuel, très concret comme l'assurance, quelque chose d'étrange, mais c'est tout ce qui fait la richesse de la capacité à bien s'entourer. Et donc, comme on a autour de nous beaucoup de gens très compétents, autant prendre ceux avec lesquels vous avez l'intuition qu'il va y avoir quelque chose de plus dans cet échange de compétences. Alors, t'as dit authentique. C'est quoi aujourd'hui, tu dirais, ton style de management, justement ? Alors, je pense que mon style de management se construit, dans le fait que ce que j'aime, c'est le succès. Et ce succès-là, je sais qu'il est impossible avec ma seule intervention. Je sais qu'il n'est possible que par la capacité à s'entourer d'une bonne équipe. Et le succès d'une équipe, ça génère une satisfaction collective qui vient renforcer la satisfaction individuelle. Donc, mon style de management, c'est vraiment celui-là. C'est de faire partie d'une équipe, de prendre les responsabilités du patron de l'équipe quand à un moment donné il faut décider, mais vraiment amener une équipe. Et quand je dis une équipe, c'est pas juste le comité exécutif. Une équipe, c'est vraiment une équipe beaucoup plus large que le comité exécutif, pour que justement il y ait le moins possible de strates dans l'entreprise qui cassent la dynamique collective de succès. Et qu'est-ce que tu fais d'ailleurs ? Tu rencontres aussi les salariés ou pas par rapport, effectivement, le COMEX, tu le vois souvent, mais... Oui, on a plusieurs cercles, entre guillemets, concentriques autour du COMEX. D'abord le COMEX dans un premier temps. Ensuite, on a un groupe de directeurs, qu'on a appelé d'ailleurs le cercle, qui est composé d'une bonne 60aine de personnes, qui sont généralement les N-1 des membres du COMEX. Et puis on a un groupe plus large qui s'appelle le Management Committee, qui est composé d'environ 250 personnes, et qui lui est composé des N-1, des directeurs des classes 7, on va dire, dans le secteur assurantiel, et qui porte énormément la capacité à transformer l'entreprise. Avec ces personnes, le Management Committee et le Cercle, on a toutes les 6 semaines des échanges avec eux très très ouverts dans lesquels on leur explique où en est la situation de l'entreprise, comment elle fonctionne, quels sont nos soucis, quelles sont les réussites que nous avons, là où on pense qu'il faut mettre l'accent, on les fait intervenir, on leur donne la possibilité de s'exprimer aussi. Tout ça de façon très informelle aussi pour pouvoir casser l'approche descendante de l'information, mais au contraire créer de la relation. Et ça, franchement, ça donne... Je connais tous ces gens-là par leur prénom. On se connaît, quoi. On mène la boîte ensemble. C'est très important. Et alors, dans les différents portraits qui t'ont été consacrés, on te décrit aussi comme quelqu'un qui a beaucoup d'humour et un certain niveau d'autodérision. Tu penses que c'est possible d'être patron et en même temps d'avoir de l'humour ? Je pense que c'est même, dans ma vision du patron, quelque chose de très important. Et alors, peut-être que là, pour le coup, ça remonte à mes racines belges.
on a une capacité à l'autodérision en Belgique qui est liée au nombre de conneries qu'on fait et pour lesquelles on préfère rire que pleurer. Et cette autodérision, elle est inscrite quelque part à la fois dans ma belgitude, mais elle est aussi inscrite dans la manière avec laquelle j'ai été éduqué. Et je trouve que c'est très très important d'avoir cette capacité d'humour, mais aussi d'autodérision, parce qu'on peut avoir beaucoup d'humour, mais ne pas aimer être soi-même l'objet de l'humour des autres. Pour moi, c'est très important d'avoir l'autodérision, parce que ça renforce la crédibilité. C'est-à-dire, un patron, c'est pas quelqu'un d'infaillible. Un patron, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, a besoin de pouvoir recevoir une petite pique, dite avec humour, avec sympathie, mais malgré tout une petite pique quand même. Et ensuite, ce qu'on attend de sa réaction, mais c'est qu'il ne s'énerve pas, qu'il explique. Et éventuellement qu'ils disent, oui, là, j'ai fait fausse route, là, on a commis une erreur. C'est très important d'avoir cette authenticité de la reconnaissance de l'erreur, et elle vient très facilement par l'autodérision. Alors, on a beaucoup parlé de ton mentor, Charles Relecomte. Est-ce que toi, tu es le mentor de quelqu'un ? Alors, je n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'ai jamais dit à Charles Relecomte qu'il était mon mentor. C'est moi qui le dis aujourd'hui. Peut-être que certains le diront de moi, je n'en sais rien. Ça m'importe peu d'ailleurs. Par contre, la seule chose qui est agréable si je le suis, c'est qu'on se sent utile. Et ça, Charles Relecomte m'a été utile, il m'a aidé à me construire en tant que l'homme professionnel que je suis, il m'a aidé à me construire en tant que patron et aussi père d'une famille, mari d'une épouse, cet équilibre vie privée et vie professionnelle, il est quand même au cœur aussi de l'équilibre à la fois d'un patron, mais de tout un chacun. Et donc, en cela, je pense que c'est très important. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et on va terminer par l'interview chrono. Alors, comme tu l'as un petit peu dit en fin d'interview, tu as grandi en Belgique. Quelle est ta ville préférée, ta ville de cœur en Belgique ? Bruxelles. Et pas Bruxelles. Oui, Bruxelles, c'est vrai. Le métier que tu voulais faire quand tu étais enfant ? Avocat. Très bien. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire, que tu apprécies ? Alors oui, je vais dire Valentine de Lasteyrie, qui est la dirigeante de Albingia, mais qui est aussi, et c'est surtout sous cet angle-là que je l'admire, une des cofondatrices de Sista. Elle m'aide beaucoup dans la capacité à comprendre comment moi, homme, je dois mettre le débat de la diversité et notamment du gender gap au cœur de la politique de notre entreprise. Oui, super. L'application que tu utilises le plus ? WhatsApp, c'est celle qui me permet de rester en contact avec ma famille, mes amis, tous ceux que j'aime. Tout le monde. ChatGPT, tu es émerveillé ou apeuré ? Émerveillé. Où étaient tes dernières vacances ? À Barcelone, la semaine dernière. C'est pour ça que je suis un peu bronzé. Tu as profité du pont. Si tu pouvais changer quelque chose au code du travail, qu'est-ce que ça serait ? Je pense rien. Ouais. Non. Oh bah. Il me va bien, ce code du travail. Il a bien évolué les 10 dernières années. Quand je suis arrivé en Belgique, j'ai découvert un code du travail qui était compliqué. Je pense que la réforme qui a eu lieu il y a 7-8 ans, je ne me rappelle plus exactement, a été très bonne. Et il a énormément amélioré aussi l'atmosphère dans l'entreprise. Quel est le dernier livre que tu as lu ? Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est Le hasard du calendrier. Il s'appelle Pax. Il a été écrit par Grégoire Pollet, mon frère, qui est écrivain. Il est publié chez Gallimard. Allez, ton meilleur souvenir, un de tes meilleurs souvenirs peut-être chez Swiss Life ? Je dirais le quotidien de ma relation avec les gens. Quand je suis chez Swiss Life, je souris. C'est la preuve que j'y suis bien. Voilà, et tu fais beaucoup de blagues. C'est ça, on a bien compris. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces petites questions. Et merci à vous encore d'avoir suivi cette émission. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Merci, au revoir.